Mon fils a convaincu mon mari que je volais la famille. Il m'a arraché le collier du cou en hurlant « Tu es morte pour moi, menteuse !» Alors que mes larmes coulaient, j'ai dit « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Cette nuit-là, je me suis éclipsée, et à leur réveil, ils ont découvert. Je m'appelle Rachel et j'ai 52 ans. J'ai vécu toute ma vie à Wichita, au Kansas. Je ne suis pas une femme qui cherche les ennuis ou qui joue à des jeux. J'ai toujours fait profil bas, travaillé dur et fait passer ma famille avant tout. J'ai renoncé à reprendre mes études pour pouvoir soutenir le rêve de mon mari de gérer un magasin de pneus. Nous l'avons construit à partir de rien, chaque centime que nous gagnions, chaque nuit passée à équilibrer les comptes, chaque repas sauté pour payer une facture. Tout cela était pour notre avenir, pour notre fils. Il s'appelle Mason. C'était mon unique enfant, et pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Maintenant, je ne suis même plus sûre qu'il m'ait jamais aimé. Les choses ne se sont pas effondrées du jour au lendemain. J'aurais aimé que ce soit le cas, cela aurait été plus facile à expliquer. Au lieu de cela, c'était comme une fuite lente, du genre qui semble inoffensive jusqu'à ce que le plafond vous tombe sur la tête. Tout a commencé après que mon mari, Clark, ait eu une petite crise cardiaque. Il s'était trop investi, gérant 3 magasins, dormant à peine, toujours stressé. Après la frayeur à l'hôpital, le médecin lui a dit de ralentir, alors il a commencé à laisser Mason l'aider davantage avec l'entreprise. Mason venait de revenir vivre avec nous. Il avait 26 ans et disait avoir besoin de repartir à zéro. Il avait été fiancé à une fille que nous connaissions à peine, mais ça s'est mal terminé. Il nous a dit qu'il voulait changer de vie. Il a dit qu'il voulait apprendre le métier, se rapprocher à nouveau de sa famille. J'avais de l'espoir. Je voulais le croire. J'aurais dû faire plus attention. Environ 3 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer de petites choses qui n'allaient pas. Notre coffre-fort à la maison avait toujours eu un ordre très précis. Clark me faisait confiance pour suivre nos dossiers financiers, mais un matin, je suis allée chercher un dossier, et quelque chose clochait. Des choses avaient été déplacées. Certains dossiers n'étaient pas à la bonne place. Quelques relevés bancaires plus anciens avaient disparu. J'ai demandé à Clark s'il les avait pris. Il a dit non. Quand j'ai demandé à Mason, il a eu l'air confus une seconde, puis a dit « Ah oui, je crois que j'avais besoin de quelque chose pour les impôts de papa. » Il ne m'avait pas demandé d'abord. Il ne l'avait même jamais mentionné jusqu'à ce que je le confronte, mais j'ai laissé tomber. Puis est arrivé le chèque. Je faisais la balance des comptes de l'entreprise et j'ai trouvé un talon de chèque de $9 000 libellé en espèces. Le chèque lui-même manquait. J'ai interrogé Clark à ce sujet, et tout son visage a changé. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Mason a dit que c'est toi qui as fait ce chèque. » Je me suis figée. Pourquoi aurais-je fait un chèque de $9 000 en espèces sans te le dire? Ses yeux se sont rétrécis. C'est ce que je veux savoir. C'était la première fois que je le sentais, comme si je ne faisais plus partie de la famille, comme si j'étais devenue une suspecte dans ma propre maison. Puis est venu le vrai coup dur. Les gens ont commencé à agir bizarrement avec moi. Des femmes dont j'étais proche depuis des années ont cessé de m'inviter à des choses. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être dit quelque chose de mal, mais un jour à l'épicerie, Marlène, que je connaissais depuis que nous étions toutes les deux enceintes de nos garçons, m'a prise à part. Rachel, a-t-elle chuchoté, je ne sais pas ce qui se passe, mais Mason a dit certaines choses. J'ai demandé, quel genre de choses? Elle avait l'air mal à l'aise. Il a dit que tu prenais de l'argent dans le magasin, que Clark te couvrait, et que tu avais un problème de jeu, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Marlène, je découpe des bons de réduction, ai-je dit. Je n'ai pas mis les pieds dans un casino depuis 20 ans. Elle m'a juste regardé avec pitié dans les yeux. Je sais, Rachel, mais c'est ce que les gens entendent. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Mason. Clark n'était pas à la maison. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux et je lui ai demandé sans détour, « Est-ce que tu dis aux gens que je vole la famille ?» Il n'a même pas scié. Je dis la vérité aux gens. Quelle vérité? Que ta mère, la femme qui a cuisiné tes repas et nettoyé tes dégâts pendant 26 ans, est soudainement une voleuse? Il s'est penché en arrière,
avec un sourire narquois. Peut-être que si tu n'agissais pas de manière si louche, les gens ne poseraient pas de questions. C'est là que j'ai compris. Il ne se contentait pas de monter les gens contre moi, il jouait un jeu à long terme, et Clark, mon propre mari, gobait tout. Plus tard cette semaine-là, j'ai de nouveau confronté Clark. J'ai exposé les reçus, le chèque manquant, les mots de passe changés. Il s'en fichait. Tu me caches des choses depuis des années, Rachel, a-t-il dit. Tu crois que je n'ai pas remarqué? Mason m'ouvre enfin les yeux. Puis il a regardé le médaillon autour de mon cou, un collier en or qu'il m'avait offert pour notre 25e anniversaire. Je le portais tous les jours depuis. Je t'ai acheté ça quand nous étions fauchés, a-t-il dit. Comment as-tu pu t'en offrir un nouveau le mois dernier? Quoi, ai-je chuchoté. Clark, c'est toi qui me l'as acheté. C'est le même. Sa mâchoire s'est crispée. Mason a dit que tu l'avais remplacé. Avant que je puisse dire autre chose, il s'est avancé et me l'a arraché du cou. Il s'est cassé net. Le fermoir s'est brisé, et la chaîne est tombée dans sa main. Tu es morte pour moi, menteuse. Ça m'a brisé. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée là, abasourdie. Puis les larmes sont venues. Je les ai regardés tous les deux, Clark avec le collier, Mason qui regardait depuis le couloir, et je l'ai dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je le pensais. Je ne bluffais pas. Je n'étais juste pas encore sûre de ce que j'allais faire. Cette nuit-là, ils sont tous les deux allés se coucher comme si de rien n'était. Moi non. Je suis restée éveillée, assise sur le bord du lit, rejouant chaque insulte, chaque mensonge, chaque trahison. J'ai réalisé que j'avais été chassée de ma propre famille, mais je n'allais pas partir les mains vides. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable, celui que personne d'autre n'utilisait jamais, et je me suis connectée à un compte que je n'avais pas touché depuis des années. Il contenait plus de 20 ans de dossiers financiers, fichiers de sauvegarde, emails, reçus, notes. J'avais tout documenté. Le nom de Mason figurait sur plusieurs virements douteux, des dépenses professionnelles non autorisées, des articles personnels déclarés comme déduction fiscale. J'avais tout vu mais je n'avais jamais rien dit parce que je leur faisais confiance. Maintenant, je savais mieux. À 4h17 du matin, j'ai fait un petit sac, j'ai pris mes clés de voiture et je suis sortie par la porte d'entrée. Quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé le coffre-fort ouvert et vide. Mon alliance était posée sur le comptoir de la cuisine. La voiture avait disparu. Pas de mots, rien. Ils ne savaient pas que j'avais envoyé une clé USB au comptable de Clark ou que j'avais envoyé une autre copie à notre avocat de famille et à l'un des anciens partenaires de Clark, quelqu'un que Mason, je le savais, avait essayé d'escroquer un an auparavant. Ils ne savaient pas ce que j'avais mis en branle, mais ils allaient le savoir. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était la guerre. 2 jours se sont écoulés, et je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux. Je suis restée dans un petit motel près de l'autoroute 54. Ça sentait l'eau de Javel et la fumée froide, mais c'était calme. J'utilisais un téléphone prépayé que j'avais acheté chez Walmart, au cas où. Je ne leur faisais pas confiance pour ne pas me suivre. Je ne faisais confiance à personne, en réalité. Puis, le 3e jour, les appels ont commencé. Clark a appelé en premier. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message, « Rachel, nous devons parler. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Pas d'excuses, pas d'inquiétude, juste une exigence. Mason n'a même pas attendu aussi longtemps. Il a envoyé un SMS à mon ancien téléphone. « Tu te crois maligne, maman? Tu viens de faire la pire erreur de ta vie. » Ça m'a rendu malade. Mon fils me menaçait, mais je n'ai pas répondu. À la fin de la semaine, les retombées ont commencé. Le comptable a appelé Clark, puis il m'a appelé. Rachel, je n'avais aucune idée. J'ai examiné les fichiers que tu as envoyés. Si ce que je vois est exact, Mason détourne de l'argent par le biais de comptes fournisseurs qui n'existent pas. C'est grave. Il avait l'air nerveux. Je t'ai toujours fait confiance pour les comptes, a-t-il ajouté. Je suis désolé de ne pas avoir vu ça. Je n'ai pas beaucoup répondu, je l'ai juste remercié pour son temps. Après cela,
j'ai reçu un appel de Mark, l'un des plus anciens partenaires commerciaux de Clark. Lui et Clark avaient démarré le deuxième magasin ensemble avant que Clark ne le rachète. J'ai reçu ton enveloppe, a dit Mark. C'est vrai, tout ça? Tout, lui ai-je dit. Chaque chiffre correspond. Je vais parler à mon avocat, a-t-il dit. Clark est en rupture de notre contrat de rachat si c'est vrai. Et ton fils? Il est fini. Cette nuit-là, je suis passé devant notre maison en voiture. Je ne me suis pas arrêté. Les lumières étaient allumées. Le camion de Clark était garé devant, la nouvelle Mustang de Mason n'y était pas. C'était étrange de voir la maison comme ça, ma maison, mais de savoir que je n'y avais plus ma place. J'avais élevé une famille dans cet endroit, fait des gâteaux d'anniversaire dans cette cuisine, emballé des cadeaux de Noël sous ce toit. Maintenant, cela ressemblait à une scène de crime. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Tammy. C'était ma meilleure amie. Nous ne nous étions plus parlé depuis que toutes les rumeurs avaient commencé. Elle pleurait. Rachel, je suis tellement désolée. Je ne savais pas quoi croire. Mason a dit à tout le monde que tu cachais des choses, que Clark allait porter plainte. Je suis restée silencieuse. Puis elle a ajouté quelque chose qui a tout changé. Mason voit une femme, plus jeune. Elle se montre au magasin. Certains gars pensaient que c'était son assistante, mais Rachel, je pense qu'il y a plus que ça. Ça m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Clark le laissait tout reprendre, et maintenant Mason amenait une nouvelle femme, une remplaçante. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. J'ai appelé l'avocat cet après-midi-là. Je veux demander le divorce, ai-je dit, et je veux un accès complet à tous les comptes professionnels liés à mon nom. S'ils essaient de déplacer quoi que ce soit, je veux le savoir. Il n'a même pas bronché. Tu as une sacrée affaire, Rachel. Le coup suivant est arrivé plus tôt que je ne le pensais. 2 jours plus tard, la petite amie de Mason a posté quelque chose en ligne, quelque chose de stupide, une photo de lui et d'elle devant le magasin de pneus, avec la légende « Construire notre empire pas à pas » de Redar. Elle avait tagué la page de l'entreprise. Les commentaires ont explosé, la plupart provenant de gens que nous connaissions. Attendez, ce n'est pas le magasin de Clark et Rachel? Où est Rachel? C'est bizarre. L'un des gérants de magasin de Clark m'a envoyé un message directement. Rachel, je ne veux pas m'en mêler, mais je pense que Mason essaie de rebaptiser l'entreprise sous un nouveau nom. Il a cette fille qui fait des prospectus, qui parle d'un nouveau départ. Je l'ai remercié, puis j'ai tout transmis à l'avocat. Ce soir-là, Clark a rappelé. J'ai répondu cette fois. Sa voix était basse. Rachel, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu aurais dû faire, ai-je dit. Il a soupiré. Mason dit que tu as volé des dossiers, que tu essaies de faire tomber l'entreprise. J'ai ri. Je n'ai rien volé. J'ai documenté ce que ton fils a fait à notre entreprise. Il y eut un silence. Puis il a demandé, très doucement, est-ce que tu m'aimes toujours? J'ai senti une douleur étrange dans ma poitrine. Tu m'as arraché le collier du cou et tu m'as traité de menteuse devant notre fils. Qu'est-ce que tu crois? Il n'a pas répondu. Le lendemain, mon avocat a demandé un gel financier d'urgence. J'étais toujours répertorié comme copropriétaire sur 2 des licences commerciales. Cela me donnait des droits, et j'avais des preuves que Mason utilisait abusivement les fonds de l'entreprise. Cela a ouvert la porte. Il ne pouvait plus effectuer de retrait sans m'en informer. C'est là que les choses ont mal tourné. L'avocat de Clark a appelé le mien et a dit que Mason avait effectué un important retrait en espèces avant l'entrée en vigueur du gel, plus de 30 000 $. Nous ne pouvions pas encore prouver que c'était pour un usage personnel, mais nous nous en rapprochions. J'ai appelé une autre personne, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ma sœur, Danielle. Elle était expert comptable judiciaire à Dallas. Je lui ai tout raconté. Elle a tout laissé tomber et est venue en voiture. Nous avons travaillé toute la nuit, recoupant les reçus, signalant les noms de fournisseurs falsifiés, établissant une chronologie. Elle a trouvé des choses que je n'aurais jamais remarquées, de fausses factures, des paiements en double, tous liés au nom de Mason. Ce n'était plus seulement une trahison familiale,
c'était de la fraude, et maintenant ça allait devenir public. Danielle est restée avec moi au motel pendant 3 nuits. Elle a apporté des boîtes de dossiers que nous avons imprimées et codées par couleur avec des notes autocollantes. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Nous nous étions brouillés après la mort de notre mère, principalement parce que Clark ne l'aimait pas, disait qu'elle était trop curieuse. Il s'est avéré que sa curiosité m'a sauvée. Elle a découvert quelque chose d'encore pire que ce à quoi je m'attendais. Mason n'a pas seulement volé l'entreprise, a-t-elle dit en montrant une série de transactions. Il a créé une société écran. Quoi? Elle m'a montré les documents. Mason avait déposé des papiers pour un faux fournisseur, WKS Wholesale, 3 mois avant la crise cardiaque de Clark. Il avait indiqué une boîte postale, inventé un faux contact et l'avait utilisé pour détourner au moins 72 000 $ des comptes de l'entreprise. Clark avait donné son accord. Au début, j'ai pensé que Mason avait peut-être imité la signature de Clark, mais Daniel a comparé les écritures. Non, c'était lui. Ça m'a anéanti. Clark avait soit aidé Mason, soit ignoré la fraude. Je ne savais pas lequel était le pire. Puis est venu le rapport de police. Daniel a insisté pour que je le dépose. Je ne voulais pas. J'avais toujours cette partie profonde de moi qui espérait que les choses pourraient être réparées, que ma famille n'était pas vraiment allée aussi loin. Mais ce collier, ce moment, le visage de Clark quand il m'a regardé comme si j'étais une ordure. Je l'ai déposé. Le détective, un homme nommé Ruiz, a posé beaucoup de questions. Il a pris des copies de tout, clés USB, audits de Daniel, même des captures d'écran des publications de la petite amie de Mason. C'est un sacré bazar, a-t-il dit, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Je n'avais pas l'impression. J'avais l'impression de signer un acte de décès. Le rebondissement suivant est venu de l'endroit le plus improbable. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Elena. Elle a dit, « Vous ne me connaissez pas, mais je suis sortie avec Mason. » Je me suis redressée. Il m'a dit de me taire, a-t-elle dit, mais je ne peux plus. Elle m'a dit que Mason l'avait convaincue d'ouvrir une carte de crédit à son nom il y a 2 ans. Il a dit que c'était juste pour des dépenses professionnelles et qu'il la rembourserait. Il ne l'a jamais fait. J'ai 14 000 $ de dette à cause de lui. Elle avait déposé une plainte, mais cela n'avait rien donné. Elle n'avait réalisé que récemment qu'il faisait la même chose à d'autres personnes. C'est un escroc, a-t-elle dit, et je pense que votre mari le sait. Le même jour, j'ai reçu un email d'un fournisseur que Mason était censé avoir payé l'automne dernier, 6 200 $ pour du matériel de magasin. L'email disait, « Bonjour Rachel, je n'ai jamais reçu ce paiement. Y a-t-il un problème avec la commande ? » Il n'y avait pas de commande. Le fournisseur n'avait jamais été payé. L'argent était allé ailleurs. J'ai tout transmis à Ruiz. Puis j'ai reçu l'appel que je redoutais, Clark. Je l'ai laissé de nouveau sur la messagerie vocale. Cette fois, sa voix tremblait. Je crois que j'ai fait une erreur, Rachel. Mason, quelque chose ne va pas. Il ferme l'un des magasins. Il a dit que c'était temporaire, mais des rumeurs circulent. Je ne sais plus ce qui se passe. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai ouvert les documents de la fiducie familiale que j'avais mis de côté, et je l'ai vu. Il y a 6 mois, Clark avait ajouté Mason comme fiduciaire sans me le dire, ce qui signifiait que si Clark mourait, Mason pourrait tout prendre, l'entreprise, la maison, tout. Je suis resté là, figé. Puis autre chose a fait tilt. La crise cardiaque. Et si ce n'était pas un hasard ? Et si Mason avait prévu de prendre le contrôle depuis le début ? Daniel n'aimait pas la tournure que prenaient mes pensées, mais elle ne l'a pas non plus écartée. Est-ce que Clark prenait de nouveaux compléments à l'époque, a-t-elle demandé. Des médicaments que Mason lui donnait directement ? Je ne savais pas, mais je me souvenais que Mason se vantait de faire des smoothies à Clark tous les matins quand il était revenu vivre à la maison. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement de l'avidité, c'était une prise de contrôle totale. Le lendemain matin, j'ai rappelé Ruiz. Je lui ai tout raconté. Il a dit, « Vous n'êtes pas folle. Nous ouvrons une enquête complète. » Plus tard dans la journée,
Clark s'est présenté à la porte de mon motel. Son visage avait vieilli. Ses mains tremblaient. Il est resté longtemps dans le couloir avant de parler. J'ai besoin de ton aide. Je ne l'ai pas laissé entrer. Tu as fait confiance à Mason plutôt qu'à moi, ai-je dit. Tu m'as brisé. Il a baissé les yeux. Je crois qu'il prépare quelque chose de pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires que je n'avais pas vus. Mason avait ouvert une ligne de crédit au nom de Clark, 18 500 $, et en avait déjà dépensé la majeure partie. L'entreprise de Clark se noyait. Il réalisait enfin ce que j'avais su depuis le début, son fils le saignait à blanc. Et maintenant, Clark voulait mon aide. Il voulait que je sauve l'empire que Mason détruisait. Je lui ai dit de rentrer chez lui parce que la prochaine étape, elle était déjà enclenchée. J'avais engagé un détective privé, et ce qu'il découvrirait changerait tout. Le détective privé que j'avais engagé s'appelait Luc Granger, flic à la retraite, direct, sans fioritures. Je lui ai donné un nom, Mason. Je lui ai dit de creuser profondément, tout et n'importe quoi. Peu m'importait que ce soit personnel, criminel, financier. Je voulais la vérité. 2 semaines plus tard, il m'a remis un dossier qui m'a fait trembler les mains. À l'intérieur se trouvaient des photos, des journaux d'appel, des reçus, même des images de surveillance. Je me suis assise sur le lit du motel et j'ai lu chaque page. À la fin, je n'étais même plus en colère. J'étais froide. Cet homme, mon fils, était un étranger, et ce qu'il avait fait dépassait la trahison. D'abord, Lou a découvert que Mason n'avait jamais été fiancé avant de revenir vivre à la maison. La fiancée n'existait pas. C'était un mensonge qu'il avait raconté pour obtenir la sympathie de Clark. La vraie raison pour laquelle il était rentré? Il avait été expulsé d'un montage financier de groupe à Denver. Il avait promis des rendements sur des propriétés qui n'avaient même jamais vu le jour. Un type avait perdu 40 000 $ et menacé de le poursuivre en justice. Mason s'était enfui avant que les choses n'explosent. Deuxièmement, Lou a découvert plusieurs profils en ligne, des pseudonymes. Mason escroquait des gens sur Facebook Marketplace, Craigslist, même des applications de rencontres, vendant des articles qu'il ne possédait pas, promettant des services de conseil à de petits entrepreneurs désespérés, et disparaissant après avoir perçu des honoraires initiaux. Troisièmement, et cela a brisé quelque chose en moi, il couchait avec son assistante, la même fille des photos du magasin. Ce n'était pas seulement une petite amie, elle travaillait avec lui pour ouvrir une nouvelle entreprise à son nom, en utilisant la liste de clients de notre société. Il volait Clark, brûlait tous les ponts, et montait un nouveau magasin à 80 km de là sous une fausse marque, avec du matériel volé, de l'argent volé, et une nouvelle identité. Il prévoyait de partir et de nous laisser ruiner. Mais Lou a trouvé autre chose, un relevé de pharmacie. Mason avait fait exécuter une ordonnance pour un médicament contre l'hypertension qui n'avait pas été prescrit à Clark. Lou a obtenu des copies du dossier médical de Clark, avec son consentement. Le médecin de Clark l'a confirmé. Il recevait de faibles doses de quelque chose qui interagissait dangereusement avec ses vrais médicaments pour le cœur. Si cela continuait, cela aurait pu déclencher un AVC ou pire. Mason l'ajoutait au smoothie de Clark. La crise cardiaque, ce n'était pas de la malchance. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée silencieuse, puis j'ai dit à Lou, on rend ça public. Le lendemain matin, j'ai envoyé par email tous les fichiers que Lou m'avait donnés à Ruiz, le détective. Puis je les ai envoyés au comptable de Clark, à l'avocat de Clark, à l'ex-petite amie de Mason, et au conseil des affaires de Wichita. J'ai posté la vérité, étayée par des dossiers, sur les pages des réseaux sociaux de l'entreprise, rien d'émotionnel, juste des captures d'écran, des preuves, des faits. En 2 heures, la section des commentaires a explosé. En 6 heures, l'assistante de Mason a posté une story Instagram, maintenant supprimée, pleurant et disant « Je ne savais pas qu'il mentait sur tout ». Les nouvelles locales ont repris l'affaire le lendemain, l'empire des pneus de Wichita fait l'objet d'une enquête pour fraude, maltraitance de personnes âgées et usurpation d'identité. Le partenaire commercial de Clark, Mark, a intenté un procès. L'État a ouvert une enquête criminelle.
Clark a finalement craqué et m'a donné procuration sur l'entreprise pour l'empêcher de s'effondrer. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai rencontré notre avocat et j'ai réécrit la fiducie familiale. J'ai complètement supprimé le nom de Mason. Tout revenait maintenant à la sœur de Clark et à ses 2 enfants, des gens qui ne nous avaient jamais demandé un centime. Puis j'ai demandé le divorce. J'ai remis les papiers à Clark en personne. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, tu l'as laissé faire ça. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. Je t'avais prévenu. Clark a pleuré. Il ne s'est même pas opposé. Il a tout signé. Je n'ai pas pris la maison. Je n'ai pas pris l'entreprise. J'ai pris ma liberté, et j'ai repris mon nom. Mason ? Il a été arrêté 4 jours plus tard en essayant de quitter le Kansas. Ils ont trouvé de fausses pièces d'identité dans sa voiture. Ils ont gelé ses comptes. Son assistante s'est immédiatement retournée contre lui. Elle a donné à la police son téléphone, rempli de SMS sur le fait de « droguer papa » et de « repartir à zéro une fois que le vieux aura clamsé ». Il a été accusé de fraude, de maltraitance de personnes âgées, d'usurpation d'identité, de tentative d'empoisonnement et de fraude électronique. Il a plaidé non coupable. Le procès était public. J'étais assise au premier rang, chaque jour. Il ne me regardait pas. Le jury a mis 2 heures. Coupable. Il a été condamné à 19 ans de prison fédérale. Maintenant, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je regrette de ne pas avoir vu les signes. Je regrette d'avoir élevé un fils qui est devenu quelqu'un de si dangereux, si manipulateur, si froid. Mais je ne regrette pas de l'avoir dénoncé. Clark vit seul maintenant. Nous ne nous parlons pas. Aux dernières nouvelles, il essayait de vendre l'entreprise. Personne ne veut l'acheter. Et moi ? J'ai quitté Wichita. J'ai déménagé dans une ville tranquille du Missouri. Je travaille à temps partiel dans une petite librairie. Je vis dans un appartement d'une chambre au-dessus d'un café. Je mange quand je veux. Je dors sans crainte. Parfois, j'entends encore sa voix dans ma tête, « Tu es morte pour moi, menteuse. » Et je me souviens du moment où j'ai chuchoté en retour, « Tu ne sais pas à qui tu as affaire maintenant. »